Vous écoutez Radio France Internationale, il est 17h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Sophie Pouzrat. À la une de cette édition, après 28 jours de guerre au Moyen-Orient, Donald Trump donne un délai de 10 jours de plus à l'Iran et met en pause ses menaces de frapper les centrales énergétiques du pays. Mais en parallèle, Washington annonce l'envoi de 10 000 soldats dans la région du Golfe. Est-ce un nouveau signe d'une diplomatie américaine qui souffle le chaud et le froid ? On y revient dans ce journal. Des soldats, il en manque dans l'armée israélienne, elle aussi impliquée dans le conflit. Selon le porte-parole de l'armée, il faudrait 15 000 soldats supplémentaires. À la une également, la France perd moins d'argent que prévu. Elle dépense moins et plus d'argent rentre dans les caisses de l'État. C'est un soulagement pour le gouvernement français. C'est un nouveau sursis pour l'Iran après 28 jours de guerre au Moyen-Orient. Donald Trump, qui menaçait de frapper les centrales énergétiques du pays, repousse son ultimatum de 10 jours. Pour autant, Washington envisage d'envoyer 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. C'est ce qu'indiquent les médias américains, The Wall Street Journal et Axios. Est-ce un nouveau signe d'une diplomatie américaine qui souffle le chaud et le froid ? Claudia Bertram. Oui, Donald Trump veut disposer de plus d'options militaires. C'est ce qu'ont indiqué des responsables du département de la Défense, d'après le Wall Street Journal. 10 000 soldats supplémentaires pourraient donc être stationnés au Moyen-Orient. Ce contingent comprendrait probablement de l'infanterie et des véhicules blindés. Plus tôt dans la semaine, il était déjà question que les États-Unis déploient 5 000 Marines et plusieurs milliers de parachutistes. Le lieu précis de leur déploiement n'est pas connu. Vraisemblablement à portée de frappe de l'Iran et de l'île de Karg, île iranienne stratégique. Une opération terrestre américaine en Iran serait envisagée d'après Axios. Une décision pourrait être prise la semaine prochaine d'après une source citée par le site américain. Reste qu'elle serait très risquée et très coûteuse pour Washington. Encore une fois, Donald Trump envoie des signaux contradictoires. Le président américain veut être en mesure d'intervenir au sol en Iran, tout en assurant que les discussions avec Téhéran se passent très bien. Une façon de maintenir la pression sur l'Iran. Merci Claudia Bertram du service international de RFI. En parallèle, la capitale iranienne Téhéran a encore été frappée ce vendredi matin et Israël, de son côté, ne semble pas prêt de calmer le jeu. Au contraire, l'État hébreu annonce même qu'il va intensifier ses frappes sur l'Iran pour que Téhéran cesse de viser le territoire israélien. Et on a appris tout à l'heure que des frappes ont touché la banlieue sud de Beyrouth, au Liban. Le Liban qui risque une catastrophe humanitaire selon l'ONU, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, estime que plus d'1 million de personnes ont dû fuir leur maison depuis le début de la guerre. Ils ont dû se réfugier dans des abris surpeuplés, c'est-à-dire qui accueillent trop de monde à la fois. Les réfugiés ont aussi besoin d'aide en Iran, rappelle l'ONU qui appelle à réunir 80 millions de dollars. Les Nations Unies estiment que 2 millions de personnes ont des besoins humanitaires urgents dans le pays. Les dirigeants du G7, quant à eux, appellent à un arrêt immédiat des attaques qui visent la population et les infrastructures civiles en Iran. Ils réclament aussi la fin du blocage du détroit d'Ormuz pour permettre aux bateaux de naviguer librement et en sécurité. Autre victime du conflit, le patrimoine culturel. Les frappes en Iran ont endommagé, c'est-à-dire abîmé, 120 musées et bâtiments historiques dans le pays, dont certains classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et dans le contexte de ce conflit au Moyen-Orient, l'armée israélienne dit avoir besoin de forces supplémentaires et redoute un effondrement interne. Ce jeudi, le porte-parole de l'armée a lancé un appel. Il manque 15 000 soldats. Et à présent, la coalition au pouvoir accuse le chef d'état-major de nuire à l'effort de guerre. Alors, est-ce qu'il existe des tensions entre le gouvernement et l'armée sur la ligne à tenir ? Élément de réponse avec Thomas Vescovi, doctorant en études politiques à l'EHESS et à l'Université libre de Bruxelles. Benjamin Netanyahou est dans une année électorale. Il est en train de jouer sa survie politique, c'est-à-dire que s'il perd les prochaines élections, il devra faire face à la fois aux juges israéliens pour les différentes affaires où il est impliqué, mais aussi à des commissions d'enquête en Israël sur le 7 octobre et les suites.
et les guerres nombreuses dans lesquelles il a emmené Israël depuis le 7 octobre 2023. Et donc, dans ce cadre-là, il est clair que l'armée israélienne qui est en train, par exemple, de pénétrer le sud Liban et qui se voit opposer une résistance forte dans le sud Liban, en tout cas, avec des pertes de soldats, et surtout une armée iranienne qui parvient dans de nombreux endroits en Israël à frapper le sol israélien, ça donne quand même une indication sur un Netanyahou et un gouvernement qui sont complètement, je pense, obnubilés par l'idée d'aller vite, de frapper fort, afin de démontrer à la société israélienne qu'ils ont réussi le coup de force, d'amoindrir le Hamas, d'amoindrir le Hezbollah et de renverser le gouvernement iranien, ce que Netanyahou souhaite faire, et une armée israélienne qui, elle, subit en fait sur le terrain de gros dégâts, un fort impact sur le moral de ses soldats, et donc dans ce cadre-là, est contrainte en fait d'aller à l'encontre des décisions politiques. Thomas Vescovi, doctorant en études politiques à l'EHESS et à l'Université libre de Bruxelles. Il était l'invité d'Anne Kantner à la mi-journée sur RFI. Le journal en français facile. En français facile. On vient de l'apprendre, le soulagement. 2 bateaux d'aide humanitaire portés disparus sont bien arrivés à Cuba. 2 voiliers avaient quitté le Mexique il y a une semaine avec de la nourriture et des médicaments destinés à l'île et avec à leur bord 9 militants de nationalités différentes. Ils étaient censés arriver à Cuba il y a 2 jours. Et la marine américaine avait lancé une opération, la marine mexicaine, avait lancé une opération pour tenter de retrouver les navires. Ils sont à présent bien arrivés sur l'île selon les gardes-côtes américains. Plus au sud, sur la carte, au Brésil, Jair Bolsonaro est sorti de l'hôpital. L'ancien président, en prison pour tentative de coup d'État, après sa défaite à la présidentielle de 2022, était hospitalisé depuis 2 semaines pour d'importants soucis de santé. Il est rentré chez lui pour purger sa peine de 27 ans de réclusion à domicile de manière temporaire. Dans l'actualité française à présent, c'est une bonne nouvelle sur le front économique. La France atteint son objectif de réduire le déficit et elle fait même un petit peu mieux. Le gouvernement espérait 5,4% du PIB pour 2025, mais l'INSEE a publié ses chiffres ce vendredi et c'est un peu en dessous puisque le déficit s'établit à 5,1%. Nicolas Feldman. Ce que montrent les chiffres de l'INSEE, c'est d'un côté que la France dépense moins quand de l'autre, elle engrange plus de recettes via l'impôt, c'est-à-dire plus d'argent dans les caisses de l'État. C'est un soulagement pour le gouvernement français. Les efforts collectifs commencent à payer, a salué ce vendredi le ministre des Comptes publics qui précise qu'il faut continuer dans cette voie, alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix du pétrole et du gaz et surtout menace la croissance en Europe. Cette réduction du déficit pourrait offrir mécaniquement un peu plus de marge de manœuvre au gouvernement pour limiter les conséquences de la crise sur le pouvoir d'achat. Pour l'instant, pas question, comme cela a été le cas en Italie ou en Espagne, de réduire les taxes sur le carburant pour faire baisser les prix dans les stations-service. Mais ce vendredi, le gouvernement doit annoncer des aides ciblées pour les gros rouleurs, c'est-à-dire pour ces professionnels qui consomment plus de carburant, les routiers, les pêcheurs ou encore les agriculteurs. Les précisions de Nicolas Feldman. C'est le début officiel de la campagne présidentielle au Bénin. 2 candidats sont sur la ligne de départ pour un scrutin prévu le 12 avril prochain. Le président actuel, Patrice Talon, va passer la main après 10 ans au pouvoir, ce qui est conforme à la Constitution. Et son successeur et ministre des Finances actuel, Romuald Wadani, apparaît comme très favori. Fini TikTok et Instagram pour les jeunes Autrichiens. Après plusieurs pays comme l'Australie, la France ou encore l'Espagne et l'Indonésie, l'Autriche s'est penchée sur la question de l'utilisation des réseaux sociaux par les plus jeunes et le gouvernement a tranché. Les adolescents de moins de 14 ans n'auront plus accès à ces réseaux sociaux. Pour le vice-chancelier du pays, cela permet de les protéger de l'effet des plateformes qui sont faites pour les rendre dépendants. Il espère présenter la nouvelle loi cet été et la mettre en vigueur dès que possible. Et puis, en bref, il était en garde à vue depuis mercredi. Le rappeur congolais Gims, interpellé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris dans le cadre d'une enquête pour blanchiment en bande organisée.
Il est sorti de sa garde à vue pour être présenté à un juge d'instruction et celui-ci pourrait décider d'une éventuelle mise en examen. C'est la fin de cette édition, 17h10 à Paris, 16h10 en temps universel.